la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie, moi Mathieu, votre animateur, et j'ai toujours avec moi mon fidèle bras droit, mon Chewbacca, Max. Comment ça va, Max? Et toi, mon petit lapino chaud au chocolat, comment tu vas? Moi, je vais bien. Arrête de dire les noms de même en ligne, en direct, là, ça me rend inconfortable. Pas grave. Mais on a une émission spéciale aujourd'hui, on est en direct de Montréal et du donjon de Audrey. Alors bonjour Audrey! Allô, je trouve ça vraiment le fun que, en fait, t'appelles ma chambre un donjon parce que... En tout cas. D'accord. Continue donc. Bref, on a une nouvelle invitée, une femme, une première à notre émission, Audrey. Puis on est enregistré devant le public. Faites du bruit! Ouais, Merci, ben, Aude. Mon coloc doit être un public vraiment divertissant. Je pense que... J'espère, en fait, qu'il nous entend pas de sa chambre. On va entendre cogner. Voyez le tabarnak! Bref, Audrey est une passionnée comme nous de cinéma. Elle avait très hâte de participer à notre podcast. Ça faisait longtemps que Max voulait l'inviter à notre podcast. Alors, c'est fait. Et donc, cette semaine, on critique un gros film que Max n'avait pas vu, qui est V pour Vendetta, qui est je trouve un excellent film, qui est basé sur un excellent comique, d'ailleurs. Et donc, on va parler aussi cette semaine, entre autres, de Star Wars. On va parler de super-héros et on va parler de beaucoup d'autres choses. Mais sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence toujours par ce qu'on a vu et écouté. Alors, je laisse la parole à Max. Qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? J'ai été très productif. J'ai écouté 3 affaires. J'ai écouté une série et 2 films. J'ai réécouté Thor. J'ai écouté, Lequel? Le premier? Ragnarok. Ragnarok! Ah! Je sais pas pourquoi ça faisait comme un bout. J'avais le goût de le réécouter. Puis les films Marvel, je les écoute tout le temps. Mais genre une fois, puis je les réécoute plus. Mais Thor, j'avais vraiment le goût de le réécouter parce que ce film-là me fait absolument très rire. Et C'est une comédie. Ouais, c'est clairement une comédie. Là. J'avais vraiment le goût de le réécouter et j'ai eu un fun fois de le réécouter. Là. Sans arrêt. Il y a tellement d'improvisation dans ce film-là, ça m'impressionne. Ah, Pour un film de comme à 180 millions, qui a autant d'impro, c'est comme rare. Tu vois pas ça souvent. Et pour vrai, j'étais complètement diverti. C'est vraiment un des meilleurs films de la phase Tu vu, toi, Audrey, ce film-là? Pas du tout. Je suis pas vraiment le genre à écouter des films de super-héros, sincèrement. Je pense que le dernier que j'ai vu et en fait, autre que V pour Vendetta. Ben, c'est pas vraiment un super-héros, mais en tout cas, whatever. Ouais. C'était un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Iron Man. Mais, écoute, juste le 1 puis le 2. On ne jugera pas ici, c'est correct, c'est correct. On continue avec Max, qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai écouté un film français, mes amis. T'écoutes des films français, toi? Il sous? Non, mais c'est un film de genre français et c'est rempli de youtubeurs français, justement. Ah, je pense que c'est lequel tu as parlé. J'ai écouté Le Manoir. Oui. J'avais jamais vu. Je sais pas si Audrey, tu connais ça? Pas du tout. Je sais. Non. C'est un film comédie-horreur, genre. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu suis le YouTube français, mais il y a beaucoup de... Tu sais, ils ont comme des chaînes qui font vraiment de l'acting. Et c'est beaucoup d'acteurs qui jouent là-dedans, qui sont dans ce film-là et qui sont créés leur propre film. C'est un film d'horreur humoristique. Il y a vraiment une tendance horreur, mais il y a des gags entreposés à travers tout ça. Et j'ai de la misère un peu avec les films français, à part, mettons, Les Intouchables ou Astérix et Obélix, là, mettons, là. Mais pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. J'étais super diverti. Puis c'était le fun de voir comme ces comédiens-là que je vois de temps en temps sur mon YouTube jouer entre eux. Puis il y a comme vraiment un bon fil conducteur. C'est bien réalisé, c'est beau, c'est bien joué. C'est sûr que c'est cliché, mais je pense que c'est voulu. Non, c'était bien pour vrai pour un film français. Moi, quand je l'ai vu, je savais pas que c'est YouTuber à la base. Puis je veux dire, ça change rien aux films. Ils sont quand même très bons. C'est sûr que c'est pas le film du siècle, mais le style est bon. Une comédie horreur, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et, en plus, je l'ai trouvé sur Netflix. Hey, sur Netflix? Ouais, Netflix partage pas souvent de films français. Ouais, c'est ça, comme moi québécois. Ok, on était comme chanceux. Dernière chose, c'est la série est sortie le 31. Il me reste 2 épisodes à écouter. C'est Paradise Speedy. Qui est sorti en même temps que Ozark, puis j'ai fait le choix de prendre Paradise Speedy. Mais j'ai écouté Ozark, c'est sûr, cette semaine. La saison 2 elle vient de sortir. Paradise Speedy, c'est comme un peu à la Family Guy, mais c'est comme une gang de policiers qui vivent dans une ville qui s'appelle Paradise. Aussi logique que ça. C'est ça, dans le fond. C'est tout du monde qui ont... Tu sais, la prémisse de base, c'est que le petit gars, là-dedans, au début, souhaite être policier, puis il pense que son père est en train de coucher avec sa mère. Puis il joue avec le revolver à son père, puis il fait éclater ses testicules. Ça commence comme ça, ça met la table. Je comprends pourquoi t'as écouté ça. Ça s'approche vraiment beaucoup de Family Guy. T'as comme un chien qui parle, qui prend de la drogue sans arrêt. L'humour est vraiment semblable. Mais c'est bien, pour vrai. C'est pas la série animée la plus
incroyable de tous les temps, mais j'ai vraiment du fun. Là. Je pense, c'est clairement, c'est 25 minutes par épisode, c'est comme 10, ça s'écoute tout seul, c'est du bonbon. Moi, j'écoute ça pendant que je chope. Ça fait vraiment un job, pour vrai. Je suis pleinement diverti. Mais les séries animées comme ça sont très populaires. Puis depuis les Simpsons, il y a plein de séries qui ont essayé de copier le genre. Il y a Family Guy qui s'est très démarqué avec aussi American Dad. Mais il y en a d'autres qui s'essayent. La plupart du temps, ça marche pas, mais celle-là a l'air d'être intéressante. Parce que c'était pas le seul qui m'en parle. Donc, je peux peut-être y laisser une chance aussi, même si ça a l'air plus vulgaire que les autres. Ben, faut t'aimer l'humour à la Family Guy / South Park. Ah, ben ça, j'aime ce genre d'humour-là. J'adore South Park, j'ai écouté toutes les saisons. Family Guy, j'ai pas écouté toutes les saisons, mais j'adore la série. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. On va aller avec Audrey. Salut! Allô? Alors, toi, qu'est-ce que tu as écouté dernièrement? Dernièrement, ben, je pourrais dire que j'ai écouté Insatiable. Puis là, écoute, je sais pas pourquoi je suis partie sur un trip de comme écouter toutes les Vampire Diaries puis la suite des Originals puis comme... C'est tout le temps qu'on avait pour Audrey. Ouais, non, je sais... T'es en pleine dépression, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. Mais je suis le genre de personne à... Écoute, je sais pas si t'as écouté Shadowhunters. C'est vraiment mauvais. Puis, je l'écoute comme si c'était ma religion. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que je veux avoir un... tu sais, étant donné que j'aime le acting dans la vie, ben, ça me donne un ne pas faire. Mais bon, voilà. Mais sinon... Mais Insatiable, t'as-tu trouvé ça bon? Écoute, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Mais je sais que c'est vraiment comme controversé, puis sincèrement, je l'ai écouté sans me faire d'idées d'avance. J'ai essayé d'y aller avec un open-minded. Puis, moi, j'ai apprécié mon expérience en écoutant Insatiable. J'ai trouvé que ça a, tu sais, comme on a vu une personne trans, on a vu un couple presque polyamoureux, puis on a vu un homme qui est pas sûr s'il est bisexuel. Puis je trouve que c'est c'est vraiment des topics qui sont d'actualité. Puis j'ai vraiment apprécié ça. C'est sûr que j'imagine que je l'ai vu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas aimé, mais comme je sais pas pourquoi. Ben, t'es la seule personne qui m'a donné une opinion positive de la série. Donc, c'est assez. Soit t'es hors de la map, soit c'est les autres qui sont de l'autre bord. Fait que c'est une question de perception, j'imagine. Mais t'as le droit d'aimer, même si quelque chose est mauvais, t'as le droit de l'aimer dans la mesure que The Room, qui est un des pires films de l'histoire de l'humanité, est apprécié par un grand nombre de fans et de plus en plus depuis de The Artist. Donc, pas The Artist. Disaster Artist. Merci, je me suis mêlé de film de Disaster Artist. Nuance. L'un, c'est avec Jean Dujardin, puis l'autre, c'est avec James Franco. Sincèrement, le The Room, j'ai essayé de l'écouter au complet, puis j'ai pas été capable. Je suis pas capable de le finir, ce film-là. Je pense que c'est... J'écoute de la merde, mais de Room... La merde de qualité. Moi, non, mais pour revenir à Insatiable, je me rappelais plus ce que je voulais dire. C'était vraiment divertissant. Okay. Ça, en tout cas, je peux leur donner. Mais j'ai l'impression que j'ai manqué de quoi pour trouver que j'ai apprécié. Peut-être juste apprécié pour ce que c'est. Écoute, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de points négatifs, entre autres pour l'actrice principale, qui est Debbie Ryan, qui est connue pour faire des rôles de trucs de Disney, là, des films de Disney, des séries de Disney. Elle a même eu droit à sa propre série de Disney. Et souvent, ces actrices-là ou acteurs-là sont figés dans ces rôles-là. On a misère à avoir des rôles plus sérieux, plus profonds. Donc, dans ce cas-ci, peut-être qu'il y a eu cet impact-là qui a été jugé en cause de elle. Parce que c'est une actrice que je connais. J'ai vu dans les émissions pour enfants. Quand j'étais jeune, j'ai vu dans quelques émissions. Entre autres, Zach et Cody, je sais pas si j'ai écouté ça. C'était comme des jumeaux qui vivaient dans un hôtel. Oui. Mais tu parles de ça, puis je trouve que c'est vrai que dans la série, elle manquait de nuances un peu. Elle était vraiment comme à un moment donné... ah non, je suis vraiment pas folle, puis après, vraiment folle. Puis, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux tant que ça. Donc, ouais, je suis dedans. C'est correct. Écoute, t'avais autre chose que t'avais vu? Non, je pense que c'est vraiment ça pour le moment. OK, ben écoute, moi, pour ma part, je pensais qu'il y a un film que faisait un petit moment que je voulais voir. À la base, je voulais le voir au cinéma. C'était le nouveau Ocean. J'ai mal prononcé, je pense. Ocean Hate? Oui, voilà. Et avec version féminine, si je peux dire, parce que là, c'est une équipe de femmes. Donc, ils voulaient comme refaire un reboot, une nouvelle version, un peu comme ils ont fait avec SOS Fantôme récemment. Moi, j'ai dit que c'était un soft remake, là. Ben, c'est une suite, remake, reboot. En tout cas, c'est dans le même univers. C'est avec la personnage principale, c'est la sœur de George Clooney. Ouais, c'est ça. Fait que Danny Ocean existe dans l'univers. Là. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Ouais, c'est comme la suite, si on veut, en mettant. Ça se passe après. Je veux le voir pareil, là. Parce que c'était Kate Blanchett, et quand Kate Blanchett est là.
Moi, je sais vraiment pas de quoi vous parlez, sincèrement. Je sais même pas. Non? Le cambriolage de casino. C'est pas un casino qui cambriole, là, mais c'est un détail. Ben, habituellement, c'est des casinos. Ouais, mais là. dans ce cas-ci, c'est un musée d'art, là. Ouais, habituellement, c'est des Mais, casinos. ouais, c'est des casinos, mais dans le fond, T'avais comme George Clooney, Brad Pitt là-dedans, dans la région. Matt Damon, il y avait une trilogie Ouais, ça avec te ces dirait? acteurs-là. Non, vraiment pas. Ben, voyons là. Puis, C'est quoi eux, écouter? en plus, eux, c'est un remake parce que le film original datait, je pense, des années 60-70. Il y avait Frank Sinatra dans l'original, hein. Il y avait Frank Sinatra dans l'original, comme mes parents m'ont conseillé d'écouter parce que c'est pas, il est très bon. Et bref, j'ai écouté cette version-là, je l'ai apprécié. Je dirais que c'est pas un film c'est pas comme une mission impossible. T'as pas de la pression, du stress, t'as pas des surfers pendant qu'ils font leur cambriolage, mais tu passes un bon moment, il y a du bon humour. Oui, Audrey? Non, mais en parlant de cambriolage, ben, j'ai pas écouté ça récemment, mais Casa de Papel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je l'ai clenché il y a comme 2 semaines, j'en ai J'ai pas parlé. encore au show. écouté, moi, j'ai pas encore écouté. Ah, ben, il a même pas vu Stranger Things. Fait que Oh mon Dieu! Ok, tu l'as clenché pour 2 semaines, c'est ça que t'as dit? ouais, je l'ai fini il y a 2 semaines. Ok, t'as trouvé ça comment? J'ai vraiment aimé ça, là. J'étais comme vraiment clenché, là. Je trouvais ça écœurant. J'ai vraiment trouvé la relation super bonne, le cambriolage super intéressant. Même s'il y a certains épisodes qui se tirent. Moi, j'ai vraiment trippé. Le plan, il est tellement bien fait, puis il est tellement... J'ai trouvé ça super bon pour vrai. Puis le côté sobre de l'image m'a encore plus plu. Puis ça faisait du bien de voir autre chose que des Américains. Oui, ouais, vu que c'est espagnol, mais moi, j'aime vraiment en gros quand que... Tu sais, on peut pas s'y attendre qu'est-ce qui va se passer next. Puis, tu sais, on voit ça un peu dans tu sais, le film qu'on va parler tantôt, là, V pour Vendetta, vraiment comme ben, l'intelligence derrière tout le personnage. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, Ben, écoute, bien d'accord. tu m'en as déjà parlé, mais là, vous écoutez encore, j'ai vraiment le goût d'écouter cette série-là. T'es sûr mieux? que- je suis C'est mieux. dans ta bucket list. Ouais. Lui, il écoute des affaires de magiciens qui sont des policiers. Il m'en veut toujours pour ça. Il m'en Non, veut. mais Now You Can See Me. Ben, c'est pas des policiers, mais... Non, mais moi, la série est annulée, puis on se demande pas pourquoi. c'est Deception. Il a eu le droit à une seule saison. Puis, dans le fond, c'est un magicien, un des plus grands magiciens au monde, qui il arrive une tragédie au début de la série. Il va décider d'aider le FBI à résoudre des enquêtes en servant de ses compétences d'illusionniste. Et ça va l'air cool comme concept. C'est sûr, c'est pas le meilleur série policier ever, mais ça va l'air cool. Mais ils l'ont mis après une saison. Puis, je suis pas surpris tant que ça. Mais en même temps, Max en a profité pour me niaiser en boucle depuis. Ben, le but est épais. Bref, Ben- je vais revenir à ma critique du film de Chien 8. Juste pour finir avec ça, j'ai beaucoup aimé le film. Des fois, je veux pas juger, mais des fois, quand ils mettent juste un casting féminin, des fois, c'est un peu rebutant, parce qu'on n'est pas habitué de voir ça. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a genre 2 acteurs principaux, le reste, c'est toutes des femmes, et ça se prend très bien. Et toutes les actrices là-dedans, ils ont un moment marquant, ils ont toute une personnalité à part. J'ai adoré tous les personnages, entre autres, Elena Carter, c'est pas ça s'appelle? Helena Bonham Carter. Ouais, c'est ça, Bonham Carter, qui, la fois, elle fait tant des rôles bizarres, fuckés avec Tim Burton, parce que c'est un rôle un peu plus... Ben, ça reste dans le même principe, elle fait comme une styliste un peu folle, mais reste que j'ai beaucoup aimé son personnage dans le film. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié, mais j'ai trouvé que la fin était un peu molle, même s'il y a une belle twist à la fin. Je m'attendais, tu sais, à un moment donné, quelqu'un me fuck, le plan marche pas, faut faire quelque chose, mais tout le long, ça va super bien, ça découle super bien, puis c'est un bon film. Écoute, j'ai bien aimé. J'ai commencé la nouvelle série de Matt Groening sur Netflix, Désenchantement. Oh boy, hein. J'ai écouté les 2 premiers épisodes en français. Au début, j'avais peur de les écouter en français parce que tout le monde me dit que le doublage c'était dégueulasse. Je te l'avais dit, c'est pas écoutable en français, c'est juste Et écoute, épouvantable. j'étais surpris et ça s'écoute bien. Parce que c'est les Fuck voix, all! Ça, c'est les voix de South Park. C'est Oh les, shit. Non, c'est non. les mêmes doubleurs que South Park. Pas parce que t'en as un que c'est toute la gang. Non, c'est pas écoutable. Regarde, tu sais que je défends le doublage québécois, mais dans ce cas-ci, j'ai quand même apprécié de l'écouter en français. Ben, moi, sincèrement, à partir du moment que c'est animé, c'est vraiment moins pire quand c'est un doublage en français. Mais je suis quand même pro version originale, là. Je peux comprendre. Mais bref, j'ai écouté les 2 premiers épisodes parce que j'ai manqué de temps, j'ai écouté ça avec mes amis. Et j'ai bien aimé ça, c'est bon. C'est pas au même niveau que Futurama ou les Simpsons, mais j'aime quand même l'univers qui est établi. J'aime le concept que l'histoire progresse. Les épisodes sont un peu plus longs, ça permet un meilleur développement. Les personnages sont vraiment bien. Outre le fait qu'il y a des trucs qui ressemblent beaucoup aux autres séries, entre autres l'elfe qui ressemble beaucoup à Bart. J'ai pas pu m'en empêcher. Il y a beaucoup de références aux autres séries. À un moment donné, ils sont dans une place de coiffeur, puis des perruques, puis t'as la perruque de Fitz dans Futurama qui est là. Il y a plein de petits clins d'œil comme Pas ça. Fins? Hein? Finn? Fine. Je l'ai mal prononcé. Ben, je suis Excusez-moi. pas certaine non plus. Mais en tout cas, le personnage principal de Futurama, on voit Ouais, ses ouais. cheveux dans la série. Puis, tout le long de la série, il y a des clins d'œil aux 2 séries, des Simpsons et Futurama. Donc, j'aime bien ce côté-là, ça rend nostalgique. Mais pour ce que j'ai vu à date, j'ai apprécié les 3 personnages principaux. Parce qu'on a une princesse, on a un elfe, on a un démon.
Je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité, leur caractère. Puis ça a l'air d'avoir un bon potentiel. Je sais que c'est pareil, ça prend vraiment la fin de la série pour que ça lève. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça, puis ils ne voyaient pas le même niveau que les autres séries que j'ai nommées. Mais c'est le même principe qu'avant, quand les Simpsons sont sortis, les premières saisons étaient mauvaises. Pourtant, ils ont continué à le faire, puis avec le temps, les gens ont fini par aimer ça, puis ça a fini par s'améliorer. Mais Futurama, ça a toujours été bon, là. C'était annulé, hein? La série est annulée, puis elle a été Ouais, renouvelée. mais pas à cause de sa qualité, à cause de ses codes d'écoute. Ben, généralement, les codes d'écoute sont généralement liés aussi avec la qualité. C'est pas le facteur principal, mais généralement, quand il y a personne qui écoute, il y a une partie qui fait que c'est la qualité. Plus ou moins d'accord, mais bon. Regarde, on ne parterait pas un débat sur ce sujet-là, mais bref, j'ai apprécié pour ce que j'ai vu, puis c'est ça que je vais la finir. Puis j'espère qu'il va y avoir d'autres saisons, parce que je sens qu'il y a un potentiel ici qui pourrait être très bien développé, puis aller au même niveau que les autres, puis nous marquer autant que moi. Je me souviens beaucoup de gags de Futurama puis des Simpsons, que je m'en souviens toute ma vie. Puis je sens que c'est là pour avoir le potentiel, surtout que Matt Groening, il y a une touche. C'est vraiment spécial. On le sent, parce qu'il a laissé de côté un peu les Simpsons depuis longtemps. Puis on sait que ça a perdu sa qualité, mais là, il s'est remis dans un projet à fond. On sent qu'il a remis sa touche originale. J'ai senti un peu là-dedans. Puis en plus, c'est des belles comparaisons de notre société, des beaux débats de société autour, mettons, du mariage, entre autres. Mais j'aime beaucoup ça. Puis dans les Simpsons, il y avait beaucoup de critiques au début de ça, puis ça finit par disparaître à force du temps. Mais c'était bon pour ça au début, les Simpsons. Donc bref, j'ai vu ça. Puis ma dernière série que j'ai écoutée, que je vais vous parler, qui est nouvelle, que j'ai commencé, il faut que je la mette en contexte, parce que c'est quand même quelque chose. Dans le fond, j'étais down au début de la scène, je filais vraiment pas très bien, puis j'ai besoin de quelque chose de comique, léger pour écouter. Fait que je me suis dit, je pense que c'est quelque chose que Marc t'a suggéré, Brooklyn Nine-Nine. Ah, Puis, ouais. je me demandais pour l'écouter, puis je regardais le classement des meilleures comédies du moment. Puis il y en a une autre qui me flashait, c'est New Girl, avec Zooey Deschanel, qui est une actrice que j'aime beaucoup, parce qu'elle est tellement rafraîchissante dans ce qu'elle fait. Je l'ai vue dans plusieurs films, puis à chaque fois, elle m'a marqué, entre autres dans Monsieur Oui ou 500 jours d'été. Elle est très marquante dans ces rôles-là. Elle a une personnalité assez loufoque. Et je me suis dit, j'ai goût de l'écouter un truc avec elle dedans. Fait que j'ai décidé de commencer New Girl. Et avant que tu viennes me chercher, j'ai fini la saison 3 tantôt. Puis j'ai commencé au début de la semaine. Je précise, c'est des épisodes de 20 minutes. Ah, il y a ça le chômage aussi. Hein. Ouais, je suis chômage. Mais c'est des épisodes de 20 minutes. Il y a 23 épisodes par saison, donc c'est comme si c'était des demi-saisons réelles en moyenne. Bref, j'ai écouté 3 saisons. Les 3 premières saisons, il y en a 7. Et j'adore. Écoute, je ris non-stop. J'embarque dans les personnages, j'aime tous les personnages, j'aime l'histoire. Zooey Deschanel est tellement rafraîchissante. Écoute, elle me fait oublier, je décroche, j'embarque là-dedans. D'habitude, les comédies, je trouve que c'est un peu plus difficile d'embarquer parce que l'histoire est moins profonde. Mais j'adore cette série-là. J'ai hâte de continuer. Tantôt, quand m'arrive chez nous, on m'a commencé à saison 4, rien de moins. J'ai mis toutes mes séries sur la glace. Je voulais commencer Jack Ryan, je l'ai mis de côté. Je l'ai gardé pour plus tard. Je voulais finir The Preacher, je l'ai gardé pour plus tard, ainsi de suite. Je suis parti sur un marathon de New T'as Girl. écouté ça, toi, New Girl? Non, mais c'est parce qu'il a dit The Preacher, puis je pense que moi j'ai comme commencé, j'ai écouté comme 4 épisodes, puis j'ai arrêté. Ah, mais The Preacher, c'est une des séries que je trouve les plus incroyables. Les fins de saison des Preacher sont tellement hallucinantes. Mais c'est lent à partir. C'est une vague qui est lent à partir de Preacher. J'ai beaucoup de mes amis qui ont arrêté, puis ont fini par repartir à force de les encourager. Parce que c'est lent à partir, mais quand t'embarques dans l'univers est vraiment bon. Puis l'acteur principal, Dominic Cooper, qui joue dans The Preacher, il est vraiment bon, il est charismatique. Puis, moi, je l'aime bien, mais il faut aimer le style aussi de la série. Là. C'est quand même assez gore, assez sombre. Bref, c'est ma découverte du moment, New Girl avec Zooey Deschanel. Pour ceux qui aiment les sitcoms américaines, puis aussi une parenthèse, je l'écoute pas en français. J'avais commencé à écouter en français, mais le doublage est fucking à chier. Puis c'est rare que je dis ça, tu vas en être témoin. Ça doit être les mêmes gains qui ont fait Désenchanté. Tu ris, mais une des voix de Désenchantement, c'est la voix de Zooey Deschanel en français dans ce sigle-là. C'est un signe. Mais bref, dès que j'ai entendu les voix en français, au début, j'étais pas sûr. J'ai écouté 2 épisodes, j'étais comme non, j'aime vraiment pas le doublage. Je l'ai parti en anglais, puis là, écoute, c'est malade. J'adore ça. C'est rare que je fais ça. Je le dis souvent au podcast, moi, je valorise le doublage québécois en particulier, le doublage en règle générale. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas pu m'en empêcher parce que, calisse que ça a scrappé l'humour de la série. Mais bref, c'est ma découverte. Écoute, j'en parle beaucoup, mais c'était vraiment malade. C'est Bref. rare que Matt sacre. Ouais, aussi. Donc, on va des nouvelles. Ouais. Parce que je parle, mais il faut continuer. Donc, je vais te laisser y aller, Max. Ouais, ben c'est pas des grosses nouvelles. Hein. Cette semaine, c'est un peu smooth. Dans le fond, j'ai comme 3 nouvelles. Dans le fond, vu que c'est la fin de l'été, ben les nouvelles sont toutes pas mal sorties au courant du San Diego Comic-Con. Ouais. Là, on est un peu en dépresse de chercher des nouvelles intéressantes. T'étais excité de voir Aquaman, je sais. Je vais commencer. Officiellement, Netflix a annoncé que Big Mouth allait enfin avoir une saison 2. J'ai vraiment hâte. Moi, j'ai écouté la première saison comme en l'espace de
2 jours. Ça s'écoute vraiment bien. Same. Pour vrai, j'ai vraiment adoré cette série-là. Comme tu as dit, en 2 jours, je pense que je l'ai fini. Mais ce qui me fascinait le plus de cette série-là, c'est qu'en tant que garçon, je me reconnaissais sur beaucoup d'aspects. Mais genre, beaucoup d'aspects. Et en tant que fille, je me reconnaissais en beaucoup d'aspects aussi. Ah ouais, il y a vraiment des affaires que genre, il faut être une fille pour comprendre, là. Ben, je veux dire, tout l'aspect d'avoir ses règles pour la première fois, c'est tout, tu sais, au secondaire, là, on est tout on est tout en train de comme capoter avec ça, puis on est juste comme, je veux pas me tâcher, je veux pas, puis là, dans la série, à un moment donné, on voit, je me rappelle plus de son nom, mais comme elle a ses règles pour la première fois, puis elle est juste comme tout embarrassée, puis tu sais, moi, ça m'est pas arrivé comme ça, là, comme, mettons, dans une sortie d'école, puis comme ça m'est arrivé, mais je veux dire, les premières fois, c'est vraiment a big thing, là, en tout cas, et je trouvais ça, ça donne un sentiment de nostalgie, je te dirais. Moi, Tu parles tes émotions, toi, Max? Non, mais les affaires que je me reconnaissais, c'est à quel point que quand t'es genre entre la transition entre l'enfant et l'adolescent, à quel point que tout t'excite. C'est fou. Genre que si tu vois un melon, t'es comme... Ah, un melon? Un melon. Bref, très content d'apprendre que la saison 2 s'en vient. J'ai bien compris, ça sortait quelque part en septembre. Octobre? Ben, je vais regarder, là, mais il me semble que c'est octobre. Je vais te laisser regarder pour confirmer ça. En temps, j'embarquerai sur ma deuxième nouvelle. Monsieur Wesley Snipes, alias je paye pas mes impôts, je m'en vais en prison, a tout récemment sorti en entrevue qu'il y avait actuellement 2 projets pour Blade avec Marvel. On en sait peu sur ces projets. Il semble que ça se déroule bien parce que ça faisait longtemps. Wesley Snipes avait déjà parlé qu'il avait déjà rencontré Marvel pour certains projets et on n'avait plus jamais entendu parler pendant comme pratiquement 1 an. Et là, il semble que les projets s'avancent. On peut s'entendre peut-être que Blade réapparaîtrait dans les prochains films de Marvel. C'est à savoir... J'étais quand même surpris parce qu'il y aurait comme toute tendance à tout changer les acteurs, comme même s'il y a eu des films auparavant. Et là, je vois qu'il semble vouloir reprendre Wesley Snipes. Je t'avouerais que je verrais personne d'autre faire Blade que lui. Mais... c'est une bonne chose. Je me souviens pas de tous les acteurs qu'il y avait dans les 3 films. Il faudrait ouais, il y avait Ryan Reynolds, je pense pas que lui. Problème, mais les autres, je sais pas, il faudrait regarder. Ben, techniquement, Deadpool ne fait pas partie de l'univers de Disney encore. Peut-être. On va voir. Puis, juste pour tourner à la nouvelle, notre belle Audrey a trouvé une information. La série Big Mouth de la saison 2 va sortir au 5 octobre. C'est noté. Dernière nouvelle, très express, comme Vas-y. son casting. Actuellement, je sais pas si tu es au courant, Audrey, il y a actuellement un film de Joker qui s'en vient. Mais pas avec Jared Leto, mais avec Joaquin Phoenix, qui est un acteur de talent. Là. Je sais pas si tu as déjà écouté Her. Her? Non, ben, un peu, mais pas au complet. C'est tellement bon. Ouais, ben, j'ai entendu dire que c'était vraiment un bon film, mais j'ai comme écouté peut-être 20 minutes, j'ai pas fini. C'est le genre de film que je suis sûr que tu aimerais en Moi, plus. quand je pense à lui, je pense à Gladiateur. C'est le méchant dans Gladiateur. Est-ce que tu es en train de dire que tu aimerais ça parce que c'est une histoire d'amour? Non, je pense que tu aimerais le côté naturel C'est pas sur des du gars histoires, qui Max. tombe amoureux de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est plus cet aspect-là qui va t'intéresser. Oh, OK. Ah, bon. Où je voulais en venir, c'est que c'est ça, il y a un film de Joker qui s'en vient avec Joaquin Phoenix. Je suis vraiment, vraiment excité. Et c'est le réalisateur des Hangover qui va faire ce film-là. C'est un peu surprenant comme choix de réalisateur. Et c'est Martin Scorsese qui produit le film. Mamma mia! Oui, Martin Scorsese, on le connaît tous. Où que je voulais en venir avec ça, c'est qu'actuellement, on avait annoncé qu'Alec Baldwin, qu'on a pu voir récemment dans Mission Impossible, ou qui a joué dans Beetlejuice, si c'est là qui va le remplacer, a rejoint le casting de Batman, de Joker. Excusez-moi, ça vient qu'on est fourré là avec Batman n'est pas encore pas ça. Il va être tourné l'année prochaine, t'es un peu en avance. Mais c'est ça. Et Alec Baldwin était censé jouer Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne. Tout pour faire des films autour de Batman sans Batman. Là. Ça me fait comme la série sur Alfred. Là. Oui, en tout cas, bref. Et Alec Baldwin a lancé le lendemain qu'il avait quitté le projet. Ça a pris moins de 24 heures. Il avait déjà quitté le projet de faire le film de Joker. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a même pas eu de détails. Il n'y a rien qui est sorti, mais comme quoi que Alec Baldwin ne serait pas dans le film. Je le voyais bien. Je me suis dit, pourquoi pas? J'étais pas sûr, moi, Alec Baldwin. C'est pas un de mes acteurs préférés, mais je veux dire, il est bon, il est super bon. Il fait un excellent Donald Trump, d'ailleurs, mais à CNL. Mais je veux dire, le voir comme Thomas Wayne, je sais pas. Les acteurs qui ont pu faire Thomas Wayne depuis les débuts des premiers films, ils ont tous un peu le même Physique, là. physique, mais même personnalité aussi.
dans ce cas-ci, je sais pas. Ça aurait pas été un bon, je dis pas le contraire, mais le fait qu'il s'en aille de même, il y a peut-être une raison apparente aussi. Peut-être qu'il aime pas le réalisateur. Quelque chose Ou comme il y a ça. peut-être. Ouais, mais quand t'embarques sur des projets de films de super-héros, t'as souvent tendance à te faire critiquer par des faux fans, là, tant qu'à Ouais. moi. Là. Par tout. Je peux pas croire que ça a eu un impact. Il y en a qui voient pas Alec Baldwin faire ça. Bref, c'était tout pour mes nouvelles. Je suis très curieux de voir ce projet-là d'ailleurs, ce Joker. Pour mes nouvelles, je commence avec une nouvelle de super-héros. Ils ont sorti les premiers posters de la série Titans, qui va être une des exclusivités de la nouvelle plateforme de DC Universe, qui veut compétitionner entre autres Netflix et la prochaine plateforme de Disney. On était excités. Et donc, une de leurs exclusivités, c'est Titan. J'en ai déjà parlé, c'est une série sur les Teen Titans, en vrai, en live action, comme on dit dans le langage du cinéma. Et ils ont sorti les quatre posters des 4 personnages principaux. Donc, on a un poster sur Robin, qui est très fidèle au comic. Et on a 3 posters sur les 3 autres personnages principaux, entre autres Starfire, qui est joué ici par une femme noire, on en a déjà parlé. Mais le poster montre qu'elle a la peau orange. Donc, je trouve que c'est une belle adaptation parce que c'est quelque chose qui faisait peur aux fans, c'est qu'elle ressemble pas à son personnage des comics. Et ils ont pu le montrer un peu dans la bande-annonce, mais avec le poster, on voit qu'elle avoir cette apparence-là. Même chose pour Beastie Boys, qui est un garçon qui a la peau verte. Dans ce cas-ci, dans la bande-annonce, on le voyait brièvement, mais là, on voit qu'il est capable d'avoir la peau verte. Donc, je trouve ça bien. Puis Raven, ben, est bien présenté, très sombre, comme du shadow autour de elle. Donc, je suis quand même de plus en plus rassuré pour cette série-là. Parce que les Teen Titans, quand j'étais jeune, c'était mes séries préférées. Ça reste dans mes comics préférés. C'est tellement une bonne histoire. Et j'avais peur que ça soit raté. Et là, je sens que, même si c'est encore un doute, je sens qu'il y a quelque chose qui a été travaillé là. Je pense que ça va être intéressant à regarder. J'ai hâte, ça sort cet automne, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, c'est ma première nouvelle. Ma deuxième, c'est sur Star Wars, épisode 9. Il y a un nouveau acteur qui a rejoint le casting. C'est Matt Smith. Qui est connu entre autres pour avoir fait Doctor Who, un des Doctor Who récemment dans l'univers de Doctor Who, et aussi pour avoir joué dans la série The Crown dans les deux premières saisons de la série. Et c'est un acteur de très bon talent qui a rejoint le casting et pour l'instant son rôle est mystérieux. On ne sait pas si ça va être un gentil, un méchant. Il y a beaucoup de théories autour de lui, mais il est habitué à faire des rôles assez farfelus. Donc on pourrait le voir faire un extraterrestre ou un autre méchant ou quelque chose de vraiment surprenant. Il est bon là-dedans, il est capable de faire différents styles de personnalité ou d'autres créatures. Fait que je verrais faire quelque chose d'extraverti, ça le représente très bien. Donc, à voir. Je sais pas ce que vous pensez de cet acteur-là en règle générale. Ouais. Je le connais pas plus que ça. Je vois que vous le connaissez pas, fait que c'est Ben là, correct. je sais c'est qui, mais genre, je l'ai jamais vu. J'ai pas écouté Doctor Who, j'ai pas écouté The Crown. Il y a une face bizarre, c'est juste ça que je retiens. Ouais. Mais écoute, go for it. Ok, c'est correct. Je suis Audrey, j'ai vu que tu le connaissais pas. T'as fait genre, Ben, tu sais, plus de casting blanc hétéro. Non, je sais vraiment pas de qui tu parles. En fait, j'ai comme spaced out pendant que tu parlais. Je m'excuse. c'est correct. Ouais, c'est Tu correct. peux googler si t'es curieux. C'est son nom déjà? Matt Smith. Ouais, Matt Smith. Ma dernière nouvelle, comme on a dit, il n'y a pas de grosses nouvelles. Il y en a quelques-unes C'est intéressantes. un peu mais mort, hein. On est dans un petit creux. Il y a des rumeurs qui sont de plus en plus fortes, qui ont sorti cette semaine, que Netflix aurait commandé une série dans l'univers de Diablo, donc l'univers des jeux vidéo de Blizzard. Ouais. Connu écoute, ça a plus de 20 ans cette franchise-là, ça a 30 ans même, je pense, cette franchise-là. Je sais pas, le temps va se faire laisser vieux. 98, un truc comme ça, c'est débile. Là. J'étais bébé puis c'était là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un des premiers jeux que j'ai joué. Et dans le fond, c'est un univers médiéval fantasy et qui est excellent en soi. Il y a eu 3 jeux à l'heure actuelle. Il parle des. La rumeur serait que la série sortirait en même temps que le 4e jeu. Ouais, c'est ça. Puis c'est Netflix qui a commandé la série. Ça serait genre comme l'année prochaine ou dans Ben, 2 ans. tu dois jouer à ça, Diablo, toi? Ben, la seule chose que je me rappelle de Diablo, c'est qu'il y avait une fonction pour faire péter ton caractère. Fait que c'est tout. Ah ben oui. C'est parce que je vois une souris Diablo, c'est pour ça que j'ai conclu que... Non, mais l'affaire, c'est que j'ai acheté mon ordinateur à quelqu'un. C'est pas moi qui ai Ah décidé oui, de c'est vrai. c'était quoi ma souris, donc voilà. Je la trouve belle, ta souris. Ben, merci. Arrêtez de vous cruiser, là. On revient à l'émission, là. J'aime ça faire des scènes de même. Bref, Ouais, des annales. C'est quoi t'as dit? j'ai pas dit ça. T'entends ce que tu entends, Max? C'est vraiment ça que j'ai compris. Arrête! Chut. Garde tes fantasmes pour toi, ok? Des scènes comme ça. Ah, j'ai vraiment compris de l'anal. On continue? Ouais, bref, Max, fais ce que tu veux. Donc, je suis curieux parce que c'est un univers qui pourrait être très intéressant en série live action, puis surtout par Netflix qui font attention à leur projet quand même. Donc, je serais vraiment content de voir une série dans cet univers-là. Ce serait plus ou moins une première pour Blizzard, qui sont très frileux pour leur licence. Ils ont fait Warcraft il y a pas très longtemps, et ça a été un succès mitigé. Ouais, c'est un semi-échec qu'appelle, là. Ben, il était rentable, mais je veux dire... Il a pogné au bout en Chine.
Ouais, c'est ça. Mais il s'attendait à plus, puis il voulait faire une franchise évidemment avec ça. Pour l'instant, le deuxième film est sur la glace. On sait pas s'ils vont en avoir un deuxième. Je l'ai même pas vu. Moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que je suis un grand amateur de World of Warcraft. J'y joue à chaque année. J'adore l'univers de Warcraft. Et j'ai aimé le film, il est quand même assez fidèle à l'univers. Et c'est une belle intro. On commence vraiment à l'origine de l'univers de Warcraft et j'ai vraiment apprécié. Et même s'il y a quelques défauts en soi, évidemment, à ce film-là, reste que le côté effets spéciaux CGI, c'est vraiment bien fait pour le film. Et donc, je sens que s'ils ont autorisé Netflix à faire ça, ce qui n'est pas encore officiel, c'est des grosses rumeurs, mais s'ils l'ont autorisé, je sens que c'est parce qu'ils ont confiance et que ça va être de qualité. Parce que c'est pas tous les compagnies de studios de jeux vidéo qui font attention à leur licence. Récemment, on a droit à Assassin's Creed qui était assez mauvais. Puis Tomb Raider que j'ai quand même apprécié, mais qui est quand même très mitigé. Très mauvais aussi. Voilà. Et donc, souvent les jeux vidéo, ils réussissent pas à passer le test du film. Mais là, sur Netflix, il y a une série sur Diablo qui s'en vient, puis une sur The Witcher, ça risque d'être intéressant. Là. Ah, ben c'est ça. Surtout les deux, je pense que ça va être sur la même plateforme. Donc, Ouais, c'est ça, c'est Netflix qui finance les deux. en tout cas, déjà Witcher, ça va être malade, mais Diablo aussi. Là. Je pense que je serais plus excité d'avoir Diablo que Witcher, mais j'adore les deux univers en soi. Donc, écoute, c'est une bonne Wait nouvelle. and see, hein? Hein? Wait and see. Ouais, wait and see, exactement. Donc, c'est tout pour les nouvelles. D'habitude, on a une chronique box-office, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Ouais, puis de toute façon, il n'y a rien qui sort vraiment en fin de semaine, alors... Puis Max ne pas parler de ses échecs de prédiction parce que... Ah ouais, je me suis planté. Écoute, rapidement, j'avais prédit 14 millions pour Searching, puis il a fait 3 millions. Puis je pense que j'avais prédit comme 9 millions pour Ken, puis Ken il est rendu à même pas 2 millions. Je me suis planté sur ça. Vraiment recherché, il est très bien coté, genre 94% sur Rotten Tomato. Ouais, je sais, Je l'avais dit. Mais en fait, j'ai su pourquoi que j'étais vraiment loin du résultat. C'est que Searching est sorti seulement dans 1100 salles. C'est même pas worldwide, là. C'est genre très limité, là. Genre juste en Amérique, genre. Genre. Ok, ouais. Fait que- Ça aide pas à bien prédire, je comprends. Mais donc, là-dessus, on va être dans la zone non-spoiler. Ouais. Et je rappelle, cette semaine, on critique le film V pour Vendetta. Yeah! Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Et je rappelle, on a une critique de film V pour Vendetta, qui est sorti en 2006, donc ça fait quand même bien longtemps qu'il est sorti, ça fait 12 ans. Quasiment 13. Ouais, c'est ça, fait 12 ans. Rendu là. Et dans le fond, on a au casting... En fait, non, j'avais le réalisateur. C'est réalisé par James McTaggy, qui n'a rien fait d'autre d'intéressant à part ce film-là. Pour vrai? Il a été premier assistant réalisateur pour les 3 Matrices. Mais à part ça, Il a rien fait d'autre? il a fait Ninja Assassin. Ah, le film... Ah, ouais. Il a fait 2 épisodes de la série Sense 8, je pense que ça s'appelle. Sensei. Mais à part ça, il a... Vas-y. Mais j'ai entendu dire que c'est peut-être même pas lui qui a tant fait la direction du film parce que ça se pourrait que. Ben, je pense qu'il y avait quelqu'un qui le supervisait. Ok. Je me rappelle plus du nom, mais en tout cas, most likely que la personne qui supervisait a fait la majorité de la job. Ça se peut, ça a l'air d'être un Yes Man. En fait, c'était un Yes Man à l'époque pour ce film-là. Donc j'imagine que c'est possible. Un Yes Man, c'est un réalisateur qui est choisi parce qu'il n'a rien fait encore, puis c'est pour donner une saveur unique au film. Donc, Un Yes Man, c'est surtout pour remplir un contrat. ouais, là. aussi, effectivement. Tu sais, je veux dire, le premier Hitman, c'est un Yes Man qui a réalisé. Il n'y a pas de patte artistique dans le film. Là. Non. Comme dans les acteurs, on a quand même des gros noms. On a Natalie Portman, qui joue l'actrice principale du film. On a Hugo Weaving, qui joue V. On a Stephen Ra, qui est l'enquêteur de police. On a John Hurt, qui est le chancelier de l'Angleterre. Le regretté. Ouais, le John regretté, excellent acteur. Et on a aussi Stephen Fry. C'est lui qui aide Natalie Portman dans le film, qui finit par se faire arrêter par le Le gouvernement. gars de la TV, là. Ouais, le gars de la TV, voilà. Donc, oui, Audrey? Non, mais c'est juste que j'apprécie vraiment gros le personnage. C'est correct, c'est Mais correct. faut rien dire, hein. C'est un très bon acteur. C'est produit par Warner Bros. Pictures en association avec DC Comics. C'est généralement eux qui s'occupent de tout ce qui est DC, donc c'est normal que ce soit Warner Bros. Pictures qui fait ce film-là. Et dans le fond, pour la critique du film, Rotten Tomatoes ont donné 113% d'avis positifs, ce qui est quand même très bon. Le public est plus au rendez-vous avec un 90% d'avis positifs. C'est incroyable comme note, c'est une très bonne note. On parle bien de Metacritic ou de Rotten Tomatoes? Rotten Tomatoes. Okay. Je vais avec le prochain qui est Metacritic. Ici, ils sont un peu moins généreux. Le critique professionnel donne 62% d'avis positifs, ce qui est correct, c'est bon, mais c'est pas la grosse note. Le public un petit plus au rendez-vous avec 74%. Donc, ça reste que c'est un bon film en soi. Le public est encore plus au rendez-vous que la critique, là. Voilà, puis ça arrive souvent avec des films de comics.
Souvent, la critique va être très sanglante envers les films basés sur des BD, mais quand c'est le cas de public, le public, souvent, il va être plus généreux. Et comme je viens de le dire, c'est basé sur les comics du même nom, créés par Alan Moore, qui nous avait donné entre autres Watchmen et aussi La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et je vais laisser Max avec le box-office. Ouais, c'est un film qui a coûté 54 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent, mais c'est pas tant peu pour un film de comic book. Et il a rapporté une somme quand même de 132 millions. C'est un film qui est rentable parce que absolument un film, il faut qu'il fasse 3 fois son budget pour rentrer dans son argent. Mais c'est un film qui a eu un gros succès aux États-Unis. Fait que quand le film ramasse un succès aux États-Unis, mais il rentabilise plus facilement comme ça. Ailleurs dans le monde, le film n'a pas tant marché. C'est vraiment ici qu'il a vraiment pogné son abcès, si on veut. Ouais. Et dans le fond, le film il a été rentable. C'est pas suffisamment pour dire qu'il va y avoir une suite, parce que je sais pas s'il y a eu des... Je pense que c'est juste un tome. Ça se peut, je sais Alan Moore pas. est reconnu pour faire des courtes histoires quand même. Là. Watchmen, c'est un tome à la base. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il me semble que c'est 4 tomes. Bref, il fait pas des grosses histoires en soi, mais c'est des bonnes histoires profondes. Et dans ce cas-ci, c'est le cas, c'est une bonne histoire profonde. Plus c'est profond, mieux que c'est. Là. Voilà. Et pour mettre en contexte, l'histoire, c'est quoi? Ben, ça raconte l'histoire de V. Ça se passe dans un Londres d'un futur proche, dans le fond. Ouais, c'est un gars qui porte des V-necks. Ouais. Ok, bon, ok. Et dans le fond, c'est un monde c'est un monde réaliste quand même, que le monde est en tension de guerre, parce que c'est comme une sorte de révolution, puis un chaos qui s'est passé en Amérique, et ça s'est dégagé en Europe. Et là, Londres est devenu comme très extrémiste, et comme un gouvernement un peu à la Hitler qui s'est établi, et la liberté a un peu disparu, et le monde est... Tu veux savoir, c'était comme la plus grande surprise de ce film-là? Moi, je pensais que c'était un film qui se passait à l'époque. Fait que quand j'ai vu la première scène, tu sais, ça a l'air de l'époque, puis je dirais pas de spoilers, mais direct après, quand on voit Nathalie Portman, il y a un écran de TV, je fais hein? C'est ça l'univers chronique? Parce que ça se passe après nos années la sortie du film, hein? Ouais, il commençait en 2015, je suis comme crime, le film est sorti en 2006, fait qu'il était comme. C'est un futur proche, plus ou moins réaliste. Et dans le fond, V est comme un justicier qui a comme but de libérer le peuple anglais de du gouvernement tyrannique qui est le parti conservateur, hein? By the way, c'est ça qu'ils disent dans le film. Là. Ouais. Et donc, il y a un look assez unique. Tout le monde a déjà vu des memes sur Facebook ou dans les réseaux sociaux de son masque blanc avec son sourire et son chapeau. Ben, Anonymous s'en est approprié. Ouais, c'est ça. Et à la base, son visage est basé sur un politicien britannique qui a vraiment existé, qu'on voit au début du film. C'est comme un mouvement de révolution qui a déjà eu en Angleterre, qui a été contenu. Et cette histoire-là, c'est comme un peu une suite à ce mouvement-là. Et donc, c'est un peu le résumé. Je ne vais pas aller trop en profondeur parce que le film est tellement bon que je ne veux pas spoiler les éléments importants du film. Donc, là, on va être du moment de parler du casting. Donc, c'est là que je vais vous laisser la parole. Je conseille avec Audrey, les femmes d'abord. Donc, vu qu'on est des gentlemen, toi et moi. Donc, je veux que tu me parles. On va commencer avec l'actrice principale, Nathalie Portman. Oh mon Dieu Seigneur. OK, pour vrai, là, le développement de son personnage tout au long de l'histoire, son jeu d'acteur, il est on point, sincèrement. Là, tu sais, au début, bon, je trouve que son personnage, il est un peu... j'ai trouvé ça un peu stupide de sa part, qu'est-ce qu'elle a fait au début, puis pour vrai... mais par la suite, tu sais, on voit tout son changement par rapport à... comme quand elle rencontre vie pour vrai. Puis tous les changements que ça apporte à sa personne, puis elle devient tellement une personne... je sais pas comment dire, mais pour vrai, oh mon Dieu, j'aime pas ça être sans voix, genre comme ça. Mais pour vrai, son personnage, il aurait pas pu être mieux joué, je pense. Ok, c'est bien. Max? Au départ, moi, j'aime beaucoup Nathalie Portman, mais elle venait de sortir des Star Wars, catastrophique 1, 2, 3, et disait que ce film-là avait comme sauvé sa carrière, puis je pense qu'elle a raison, absolument. Je vais t'avouer, au début, le personnage, je le trouvais un peu niais. J'étais comme... elle va être lourde, là. Pour vrai, j'ai écouté en 2 parties le film. Je me suis endormi là, au début parce que je trouvais ça long. Et je trouvais que Nathalie Portman, au début, j'étais comme tabarouette. Ça va être un personnage très ordinaire. Puis finalement, plus que le film avance, plus que j'aime l'évolution du personnage. Le personnage finit par avoir une tête sur ses épaules, avoir des réflexions, des émotions, avoir un semblant de profondeur. Fait que j'étais comme vraiment content de voir... C'est un des rares films qu'on peut admettre vraiment que le personnage il est complètement différent du début à la fin et qu'il y a une réelle évolution. Fait que c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail de Nathalie Portman là-dessus. Je lui donne mon chapeau. Ben, sincèrement, je pense que le film il est vraiment bon pour le développement des personnages en général. Tout ce qui est pour l'inspecteur, je me rappelle plus de son nom, mais l'inspecteur principal
Nathalie Portman ou l'inspecteur ou même Son ami. ou son ami, je m'en rappelle plus trop là comme oui, ça change, mais aussi le monsieur Sutler, je me rappelle plus. En tout cas, lui aussi, comme tu sais, on voit au début, il est super tyrannique, puis à la fin, tu sais, on le voit comme dans une position un peu moins tyrannique, je te dirais. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé Nathalie Portman dans le film. Il faut dire que comme pour vous, le début du film, j'ai trouvé un peu gossante. Je sais comme est-ce qu'on va faire vraiment un personnage de ce genre-là. Finalement, on voit qu'il y a une belle évolution au personnage, une belle évolution psychologique du personnage, et vraiment, ça rend une meilleure profondeur. Puis on s'attache beaucoup au personnage, et même à la fin, on s'attache plus à elle que la plupart des personnages qu'on voit, parce que c'est elle qui a le meilleur développement, si je peux dire. Et j'ai beaucoup aimé sa performance. Puis c'est vrai qu'elle me fait oublier un peu Star Wars, même si, en tant que tel, les trois sont pas si mauvais que ça, de la prélogie. Ouais, en tout cas, c'est du cas, mais elle s'est vraiment rasée la tête pour vrai, hein, pour ce rôle-là. Ouais. C'est vraiment pas une perruque. Oh shit. Ouais. Quand un acteur est à fond, ouais, ils font des choses comme ça. C'est un bon move, toute la carrière qu'elle a maintenant. Ouais, Bon, ok, elle n'a pas joué dans Thor 3, mais. ouais, c'est ça. Mais elle est comme joué dans 2 Thor. Ouais, mais elle a fait Black Swan, par exemple. Oui, c'est vrai. As-tu gagné le score pour ce film-là en plus? Je sais pas par cœur ça. Tu m'en donnes une bonne. Ah, ok, bon, Mais tu peux regarder en attendant sur ton cellulaire pendant que je peux continue. regarder subtilement sans mentionner que j'ai un cellulaire dans ma main. En fait, t'as un iPhone, là, mais bref. Un On va vieux, commencer en avec plus. l'acteur principal, Hugo Weaving, qui écoute, je vais refaire le tour de la table. Vu que Max est occupé, je vais te laisser commencer, Audrey. Tu parles de V, right? Oui. V, pour vrai, comme étant donné qu'on voit pas son visage de tout le film, il fallait vraiment que dans sa gestuelle puis dans son parler, il soit vraiment comme convaincant, oui. Puis je trouve que il a haut la main, puis Elle a gagné le score pour Boum! ouh. Félicitations, Max. Voilà un biscuit. Puis je pense que c'était vraiment un défi. Tu sais, justement, pas d'expression faciale. Faut vraiment être bon avec sa gestuelle, puis comme je disais, avec sa voix. Puis je trouve qu'il a vraiment bien deliver. Good. Max! Moi, je trouve ça fantastique qu'un gars qu'on voit pas le visage du tout du film, on sent ses émotions, on sent son interprétation. Je suis sûr que même pendant certaines scènes, il faisait ses faces. Même si il y avait un masque, tu sais, comme il faut. Oh, je suis surpris. Oh, il le faisait malgré le masque. Parce que ça vu que je l'ai écouté en original, j'ai senti vraiment comme. Comment je pourrais dire? Toute l'émotion, toute la voix, tu sais, l'implication du personnage dans le film. Puis pour vrai, le personnage n'a pas une évolution en soi, mais ses raisons. Tu sais, je trouve que le personnage, dès le départ, il est comme très bien établi. Puis on comprend vite ses intentions. Puis on comprend à quel point que c'est. En tout cas, moi, je trouve qu'il est. Puis on voit tout à quel point il est manipulateur dans sa façon de se prendre. Mais tu parles qui est clair dans ses intentions, mais en fait, au premier abord. Pas de spoiler, hein? Non, pas de spoiler. Mettons, combien de minutes du film, genre, faut pas. OK. Mettons la première. Quand que. Je peux te dire que tu vas reparler tantôt si tu veux, OK? OK. Parfait. Non, mais au premier abord, il démontre quelque chose. Il aide Evie. Mais par la suite, est-ce qu'il refait ça? Genre. En tout cas. Non, mais on comprend qu'il est là pour une raison. Il regarde pas sur son aile pour des raisons qui me semblent évidentes. En tout cas, au pire, on en reparlera plus tard. Dans la zone spoiler. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé la performance d'Hugo Weaving. Que la première fois que j'avais vu le film, je savais pas c'est qui jouait l'acteur. Et c'est après plusieurs années que j'ai réalisé, parce qu'à l'époque, je suivais pas trop le cinéma. C'est quand même en 2006. Et quand j'ai découvert que c'était lui, j'étais surpris parce que c'est un très bon acteur qui a fait les Matrices, qui a fait Les Seigneurs des Anneaux, etc. Il fait beaucoup de gros films. Et là-dedans, il fait une performance 5 étoiles. Écoute, c'est fou parce que souvent dans les films, les acteurs, ils aiment ça qu'on les voit. Tu sais, mettons, tu regardes, je sais pas moi, un film de Bruce Willis, tu vas voir Bruce Willis tout le long, tu vas voir son visage, tu vas le voir avec ses mimiques, ses citations, tout ça, il va montrer comment il est badass. Dans ce cas-ci, oui, il est présent, mais en mettant, vu que son masque est comme une sorte de distance, mais il est capable de nous faire oublier qu'il y a un masque. On est capable de sentir ses émotions, on s'attache au personnage, on le trouve convaincant. Et j'ai adoré sa performance. Puis même, au début, quand il s'est introduit pour la première fois, il y a tellement une façon vraiment Fluide, je dirais. fluide de s'introduire qu'elle est vraiment bonne. Puis ses dialogues dans le film sont incroyables.
moi, j'ai aimé les citations. Il en sort plein de citations de romans, tout ça. Puis la façon qu'il s'exprime, c'est comme un courant d'eau qui suit. C'est tout fluide, c'est tout calculé. C'est au point. Moi, j'ai adoré sa performance. J'ai aimé aussi les scènes d'action parce qu'il se bat dans le film. Et écoute, je l'ai trouvé vraiment bon. Parce que c'est pas un acteur qui fait, il fait des scènes d'action, mais jamais c'est pas des grosses scènes d'action qu'il fait dans les films. Souvent, il est plus en retrait. Dans ce cas-ci, il fait quand même des très belles scènes d'action. Puis j'ai aimé les chorégraphies, puis la manière qu'il se battait. J'ai vraiment accroché sur le personnage. Je pensais m'arrêter pour ces deux acteurs-là. Faut que les autres sont quand même oubliables pour le casting. À moins qu'il y en ait un que vous allez vouloir mentionner. Outre le John Hurt qui est mort maintenant. John Hurt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais qui joue un bon dictateur, dans le fond. Ouais, voilà. Et puis, quand même très convaincant. Il a une bonne présence. Il a la face pour. Ouais, c'est ça. Il a la face pour. Là, il l'a plus, là, mais il l'a déjà eu, là. Bref, on va être la critique générale du film. Qu'est-ce que je conseille avec Max? Qu'est-ce que tu as pensé du film? Ah oui, OK. Pour vrai, le film dure comme 2h10 à peu près. Ouais. Et je t'avouerais que les 25 premières minutes, j'ai trouvé ça épouvantable. J'ai embarqué pas. Mais attendez, mon opinion change, OK? Mais les 25 premières minutes, j'ai trouvé ça vraiment lambda. Je me suis dit, dès la scène de départ qui se passe comme dans une grotte, on va dire ça ici, j'étais comme, c'est cheap. Il y a quelques scènes d'action aussi que j'ai senti comme si c'était du faux Sam Raimi. Je trouvais que la façon que c'était filmé, c'est on suit le personnage avec la caméra, on arrête. On suit le personnage avec la caméra, on arrête. Et le fait que ces couteaux aient comme un ombrage, je pense que c'est un choix artistique plus qu'un choix... parce que Chris n'est pas fait de même dans la vraie vie. Mais à partir que le film... Quand le film commence à avoir un réel dénouement, c'est là que le film prend tout son sens. Puis tous ces personnages qui reviendront pas ou qui vont apparaître seulement de façon systémique, apportent vraiment une profondeur au film où que je comprends maintenant pourquoi le monde a capoté, parce qu'il y a un réel message qui est perçu en arrière. Puis à quel point ce film-là est de la science-fiction, des compagnies pharmaceutiques qui contrôlent des maladies. Moi, je suis pas être le conspirationniste, mais il y a quelque chose dans ma tête qui me dit c'est peut-être un petit peu vrai. L'autre fois que les deux tours ont pas détruits par les avions, t'arrêtais pas de dire ça l'autre fois. De quoi ça? Je dis, t'es clairement un complotiste. Tu me dis l'autre jour que tu croyais pas aux avions qu'on frappait les deux tours. Là. Ah ouais, comme si c'est moi qui dirais ça. Ben ouais, le tout s'est créé tout seul. C'est correct. Mais j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Puis je m'attendais pas à aimer ça autant. Je suis content d'entendre ça. Audrey. Mais étant donné que c'est moi qui vous ai suggéré le film, je suis vraiment contente que tu aies apprécié. Puis personnellement, évidemment, si je l'ai suggéré, c'est parce que c'est vraiment un film que j'adore. C'était la 3e fois que je l'ai écouté. Je l'ai écouté en français, en anglais, et une 2e fois en anglais. Et puis, le film, pour ce qui est... moi, j'aime vraiment écouter les conspiracy theories, sincèrement. Puis... Mais c'est intéressant, là. Je veux dire, j'y crois pas, mais je trouve ça intéressant, là. Oui, c'est super intéressant. Puis je trouve que... étant donné l'historique qu'on a actuellement par rapport à la Seconde Guerre mondiale et tout, je pense pas que ça pourrait arriver. Mais c'est quand même un scénario qui reste comme... C'est épeurant. Ouais. Mais le film, en général, j'ai aimé les... j'ai des petites notes ici. Fait que dans le fond, j'ai vraiment adoré les plans en général. Là, le fait qu'on oppose, pas opposé, mais qu'on voit Ivy et V souvent comme avoir des positions similaires pour... Excusez-moi. Mais j'ai trouvé les plans en général vraiment... C'est sûr qu'au début, tu te dis, bon, la fille est un peu stupide de sortir après le couvre-feu. Mais par la suite, on se rend compte que, bon, elle est plus que ça. Puis, ce que j'ai aussi apprécié, c'est en fait toute la théâtralité du personnage de V et la soundtrack, la musique, en fait, du film. Je trouve que c'est tout autant théâtral que le personnage vit en soi. Et je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment très intéressant au film. Qu'est-ce que tu as à dire? Je rajouterais juste une chose. C'est un film, malgré ses scènes d'action, malgré son message, c'est très poétique comme film. J'ai senti, tu sais, le masque apporte de quoi, mais les fleurs qu'il va déposer sur certaines personnes, sa musique, justement, puis le fait que ce soit à Londres, j'ai l'impression que c'est un gros poème d'action. Genre, c'est bizarre à dire, là. Ouais. J'ai aimé le mix. Exactement, moi aussi, je trouve que c'est rafraîchissant. J'ai pas écouté tous les films d'action dans ma vie, mais je trouve que c'est un aspect
vraiment différent d'apporter, tu sais, parce que Vie, lui, il veut changer le monde, il veut changer, il a une vision, et comme qui est dit dans le film, une vision, une vision. C'est en fait une idée, ça se détruit pas, tandis qu'une personne, oui. Donc, je trouve que tout l'aspect poétique en général du film, je trouve ça très intéressant, puis ça apporte quelque chose de vraiment unique à ce film-là. Puis, pour vrai, les personnages, ils jouent très bien. Puis, tout ce qui est des plans, j'adore. Tout ce qui est la musique aussi. Donc, j'aurais pas vraiment comme... Tu sais, c'est sûr que... Bon, il y a peut-être des longueurs au début, mais je trouve que les longueurs dans un film, ça peut... Mettons, exemple, on va se parler là, de 2001 puis l'Odyssée de l'espace. Là. Les longueurs, là, on connaît ça. Mais ça fait pas en sorte que le film est mauvais. Puis je trouve que V pour Vendetta, c'était comme... c'était pas des longueurs, là, mais c'était plus des bouts comme boring là, au début. Mais je trouve ça... Il faut avoir ça pour comprendre, donc. OK. Je terminerais peut-être en disant que le film, faut lui donner, par exemple, il y a un rythme. Il y a un réel rythme. Tu sais, je veux dire, oui, le début est un peu lambda puis un peu ordinaire, mais un coup que le film embarque, les scènes s'enchaînent vraiment bien. Là. Tu sais, l'histoire qui en découle, tu sais, t'as la vengeance de V qui est intéressante, t'as le cheminement de Natalie Portman qui est intéressant, mais par un côté, t'as aussi l'enquête de l'enquêteur. Make sense. Que je trouve vraiment qui apporte une touche de plus au scénario et qui rajoute comme une couche de profondeur au personnage de V. Je trouve que c'est une bonne chose. Et toi, Mathieu? Ouais, ben écoute, après tout ce que vous avez dit, quoi ajouter? Eh bien, vous avez dit tous les points que je voulais mentionner pour la plupart. Excuse-moi. Mais j'ai adoré le film. Écoute, je ne sais plus dans quel contexte je l'avais écouté la première fois quand j'étais plus jeune, mais ça m'avait beaucoup marqué, puis ça m'a marqué pendant des années, puis ça a marqué la culture à cause du fameux masque, qui autant Anonymous s'en sert, autant que, entre autres, la série Mr. Robot, qui est une excellente série, ils sont rendus, je pense, à 3 saisons. Ouais, qui a été cancellé, hein? Je pense qu'il ils sortent une dernière saison, puis après, c'est fini. OK. Mais j'avais adoré la série, puis même dans la série, il a fait référence parce qu'il y avait un masque similaire au masque de V, mais une version plus adaptée pour la série, mais le concept était là. C'est toujours le symbole de révolution. Puis c'est un symbole qui est tellement... il est marqué dans notre culture, on le voit souvent ce masque-là. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on le reconnaît. Et donc... le film en soi, moi, je l'ai adoré. L'acteur principal, il est devenu un de mes acteurs préférés depuis ce rôle-là. Parce que oui, il a fait Cézanne, il a fait Matrix, tout ça, mais c'est pas des rôles tellement forts sur le dialogue, sur la profondeur, que dans ce cas-ci, il était au premier plan. On peut voir un personnage profond, même si on ne voyait pas son visage, on ressentait ses émotions, on peut le comprendre, même s'il est très mystérieux, parce qu'on sait peu de choses sur lui. Il y a quelques informations à travers le film qui nous mentionnent son histoire, mais au final, on ne sait pas c'est qui, puis ça reste correct comme ça ne nous dérange pas. Des fois, il y a des mystères, ça nous énerve. Pourquoi ils ne nous l'ont pas expliqué? Pourquoi? Dans ce cas-ci, on est comme, ok, c'est correct, je peux vivre avec. Bref, pour tout ce que vous avez dit, tout ce que j'ai ajouté, le film est très bon. Et vas-y, tu faisais quelque chose? J'aimerais souligner le fait que ça se passe 5 ans après les attentats à New York. Puis je trouve ça vraiment audacieux de leur part de faire une histoire par rapport à un terroriste. Je trouve ça vraiment audacieux, pour vrai. Puis c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est audacieux, c'est bon de le mentionner. Écoute, on va être dans la zone spoiler pour en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est dans la zone spoiler, puis comme je te disais, Jess Antil est vraiment cool comme gars. Ouais, Jess Antil, je l'aime ce gars-là. Écoute, c'est un vrai passionné de cinéma. Ah oui. Écoute, il faudrait qu'il vienne à un moment donné au podcast, ce serait vraiment cool. C'est qui ça? C'est notre Stanley. C'est une référence de même. C'est un des premiers gars qui a donné sur notre Patreon, puis qui est genre... Puis il croit notre projet à fond. Genre, il partage... C'est vraiment sweet de sa part, en tout cas. C'est notre fan numéro 1, genre. Il nous a rajouté les deux sur Facebook. Ouais. Puis genre, comme moi, je suis près de mes fans, tu le sais. Là. Surtout mes fans féminins, là, mais... Il sait que les contrats, c'est boules, puis tout, là. Des signatures, je veux dire. Mais, bref, on est dans la zone spoiler. Maman, ça compte-tu? OK. Max, l'inceste, c'est mal. Ben là, j'ai juste signé les boules, là. Bref, on est dans la zone spoiler. Ouais. Et là, comme je dis, on va parler de ce qu'on a aimé, puis ce qu'on n'a pas aimé du film. Donc, on va commencer. Moi, j'aime ça faire un tour de table. Notre scène préférée. Je trouve que ça part bien la dynamique. Donc, Audrey. Ben là, attends, laisse-moi penser un peu, là. Ah. Là, j'ai écrit comme Domino puis TV à la fin, là. D'accord. Ben, sincèrement, tout le moment que V, il fait juste comme mettre ses dominos en place, puis juste comme donner une pichenote, puis tout ce qui...
puis tout ce qu'il parle pendant ce moment-là, je trouve que ça représente très bien le film en général, tout ce qui est, comme on parlait, là, la théâtralité. Puis ça, puis un moment qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est à la fin quand le président il parle à la télé puis qu'il n'y a personne qui écoute. Ou le moment OK, où un policier il tire sur une petite fille, elle meurt, puis que là tu vois les premiers actes de rébellion des citoyens, c'est venu me chercher là, je suis comme j'aime ça. C'est good, c'est très bien. Max? Je vais revenir vite sur des plans qu'elle a dit. Justement, à la fin, quand tu vois qu'il n'y a personne qui écoute le dictateur, ça apporte vraiment un signe au film parce que tout le long du film, il y a beaucoup de scènes où on voit le public écouter le dictateur sur le divan. Et tu vois qu'ils font rien. Puis là, ça prouve que la révolution a vraiment marché parce qu'ils vont tous sortir dans les rues. C'est sûr qu'il y aurait la scène où tout le monde est déguisé en vie qui est vraiment, vraiment belle et qui est très symbolique aussi. Mais je te dirais que ma scène préférée... je pense que c'est... Comme... Ces meurtres qui enchaînent, dont celle de Natalie Portman, il dit pas de Natalie Portman, non, mais Natalie Portman est comme habillée en petite fille. C'est tellement macabre et en même temps tellement malaisant, là, c'est tellement cringe. Puis j'ai trouvé ça tellement... Tu sais, t'as le goût que ce gars-là meurt, genre, pis la scène prend une tournure, tu sais, parce qu'elle arrive, elle dit, il y a quelqu'un qui vient vous tuer, pis comme, oui, on va jouer à ce jeu-là. J'aime le roleplay! Mais comme, non, tu comprends pas, il va venir te tuer, pis tu vas juste courir sur le toit. T'es comme, tabarnak! Pis pourtant, elle est pas habillée tant sexy, là, tu sais. Mais bref, c'est très marquant. Moi, une de mes scènes qui m'a le plus marqué, c'est la scène quand Natalie Portman est comme dans une cellule, puis elle lit la lettre d'une femme qui est morte, Valérie. Et j'ai comme aimé ça, parce que ça montrait c'était quoi l'univers en tant que tel qu'on était. Puis ça faisait une belle mise en contexte de l'univers, parce que oui, il y avait des éléments qui étaient mis, mais il n'y a pas tant d'explications. Puis la lettre permettait de bien comprendre l'évolution, comment ça s'est arrivé à où qu'on est en ce moment. Je trouvais ça vraiment bien fait. C'était quelques scènes qui se suivaient comme ça, très bien placées, très bien ficelées. Puis même la tournure qui s'apprend, parce qu'à un moment donné, quand elle apprend à la fois que tout était faux, elle se demande si c'était faux, cette histoire-là. Puis V, il monte un tableau, pas un tableau, une affiche. Puis là, elle comprend qu'est-ce qu'elle a vu, c'est vrai. Puis dans le fond, c'est ce que le monde est autour d'elle, c'est ça. Là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très bon comme... Ben juste le moment en soi que Natalie Portman est dans sa cellule, puis tu sais, elle se fait dépouiller de toute son intégrité, on dirait, puis tu la vois, là, c'est un point tournant pour son personnage, là, pour vrai. Puis juste, comme, le moment, parce que, tu sais, il vit par la suite, il dit qu'il a subi les mêmes choses, et comme juste le fait qu'elle subisse les mêmes choses que V est subi dans le passé, le parallèle des deux, puis le fait que par la suite, on comprend qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Je trouve que, tu sais, ils ont vécu la même chose, puis déchirer la vie de V de lui faire subir ça. Je trouve que quand tu la vois comme faire des soubresauts pendant qu'elle se fait raser les cheveux, là, c'est intense. Là. Elle se fait genre enlever. C'est comme si tu fais un gros fuck you à genre toute ta personne, toute ta personnalité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est juste un moment que tu as envie de te révolter. Puis j'ai trouvé ça vraiment touchant. Là. Je suis bien d'accord avec toi. Écoute, je pense qu'on va reprendre l'histoire du début. Parler des scènes, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Puis est-ce que j'ai compris, le début, vous avez eu de la misère? Ben, c'est toute la mise en scène quand elle sort dans la rue. On dirait que c'est pas le même réalisateur qui a fait ce bout-là. Tu sais, elle sort du couvre-feu, justement. Puis les trois méchants, t'as pas plus cliché que trois méchants dans une ruelle qu'eux autres. C'est pour ça que j'avais l'impression d'écouter Spider-Man 1, là, tu sais. Parce que tout le montage qui s'ensuit, comment V finit par se défendre, il fait « Ah, c'est que c'est cheap. » Et pourtant, la scène, quand il y a tout comme... à la fin, là, quand ils sont comme dans des égouts... Non, c'est pas vrai, pas des égouts. Dans le métro. Je trouve que cette scène-là est vraiment bien réalisée, puis que c'est vraiment une des plus belles scènes, puis probablement la meilleure scène d'action du film. Mais la première scène d'action, c'est... Oh, boy. J'ai vraiment... ça vole pas haut. Ça a déjà vieilli. Puis je suis comme Chris, ça a rien que 12 ans. Jurassic Park est sorti en 1993. Je me disais, voyons donc, comment ça se peut que ça fasse ça? Puis pour vrai, faut vraiment que tu passes par-dessus. Ça, c'est la Mommy 2, puis c'est The Rock qui est correct. Puis je trouve que Natalie Portman, elle joue mal au début. Là, c'est quand... Ah non, attaquez-moi pas! Je suis une femme en détresse, au secours! C'est peut-être voulu,
mais je suis pas convaincu. OK. Ben moi, ce que je voulais parler tantôt, c'est que, tu sais, on parle des intentions de V, là. Au début, parce que tant de fois, j'ai écouté des vidéos avant de venir au podcast parce que je me suis dit, bon, il faut que j'aille des bons points à apporter. Mais c'est ce que V, au début, tu sais, il est comme le chevalier blanc, il va sauver Nathalie, bon, blabla. Mais, tu sais, tout au long de l'histoire, c'est la seule fois qu'il va sauver quelqu'un, là. Comme ses intentions au début... si, mettons, on oublie le reste du film, on se dirait « Ah, ben, c'est un autre Batman. Une autre personne qui veut sauver les gens. » Mais finalement, c'est pas ça. Là. Il veut juste starter une révolution. Puis ce qu'il a fait au début, c'était... ce qu'il a fait au début, c'était pas cohérent par rapport à ce qu'il veut, à ses buts réels. C'est ça que je voulais dire. Mais Non, bon. je peux comprendre. C'est vrai que c'est particulier. Même si ça s'explique au fur et à mesure de l'histoire, pourquoi il a décidé de la sauver puis pourquoi il reste attaché à elle. Effectivement, c'est la seule fois qu'il fait une preuve de je veux pas dire empathie, mais je veux dire comme d'altruisme, comme ça, sans raison. C'est vrai que c'est la seule fois, même si tout le long du film, il véhicule un discours de liberté, d'égalité, d'entraide. C'est vraiment bizarre parce que ce personnage-là, il est autant qu'il veut, il peut être égoïste sur certains aspects, que là, en même temps, il est comme, je veux la liberté pour tout le monde, fait qu'il est pas égoïste. Il joue beaucoup avec ça aussi, je l'ai senti, mais je pense que en bout de ligne, c'était peut-être plus pour le cheminement du personnage de Nathalie Portman, par exemple. Ouais. Une des premières scènes aussi qu'on voit V, c'est il emmène Nathalie Portman sur le toit, puis il dit qu'il veut lui montrer la musique. Puis il sort sa baguette, puis il est comme, ouais, mais il n'y a pas de musique. Puis il dit, attends, ça va arriver. Puis il fait comme, là, on entend les tambours. Puis là, t'as comme, OK. Puis la musique commence à jouer dans les speakers. Comment elle s'approche. Puis il fait, là, c'est le grand dévoilement. Là, t'as tout le bâtiment qui explose. Puis il est comme, what? tu vois que ce gars-là, il a des moyens. Ça commence bien. Ah, ça commence bien. Puis il est comme son côté mystérieux dans la mesure qu'il a accès à toutes les infrastructures de la ville. Tu sais pas trop comment ça se fait qu'il a accès à tout. Là. C'est comme. Il y a comme un côté mystérieux parce qu'il a accès aux intercoms, aux écrans. Il peut mettre des explosifs dans des bâtiments. C'est comme un Batman, comme tu disais. Il y a une expression, c'est tell me no more et show more. Je pense que c'est ça qui vous dit montre-en moins, dis-en moins, puis montre-en plus. Puis c'est ça que le film, t'as pas besoin de comprendre comment il s'est fait parce que tu comprends que le gars, il a comme les mains partout. Ouais. C'est pour ça qu'il est capable. Puis de toute façon, tu sais, il y a l'intelligence pour savoir... Ben, j'ai l'impression que c'est une personne très intelligente, puis, tu sais, il a déterré tout le métro, puis tout. Fait que je pense qu'il a ses moyens, là. Mais tu sais, des fois, je pense que c'est bien de savoir le comment du pourquoi, parce que si, mettons, tu l'expliques pas pourquoi... Dans un autre contexte, j'aurais pu comprendre qu'on aurait eu besoin d'une explication, parce que ça a l'air farfelu, là. Mais je trouve qu'en étant en vie... Ben, il en a pas besoin parce qu'on étant son personnage, tu sais. Ouais. Mais t'as pas besoin des fois de tout le temps répondre aux questions, tu sais, genre. Un signe de qualité de film que je dis souvent, c'est que si tu te poses pas de questions sur l'univers qu'on te présente, c'est signe d'une bonne écriture, tu sais. Ouais, t'as raison. Parce que tu te poses jamais une question dans un Star Wars, c'est pourquoi il y a des épées laser. Tu vois l'univers, tu le trouves cohérent l'univers, ben tu y crois, tu sais. Fait que ça en fait partie, ça, tant qu'à moi, là. Oui, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Écoute, je parle, mais je veux aussi parler de scènes que vous avez aimées, de choses que vous avez moins aimées. Laissez-vous aller. Je veux dire, parce que depuis tantôt, je mentionne des choses, mais je veux dire... Mais pour une fois, c'est toi qui dis rien. Tu trouves? Ouais, définitivement. Là, on parle plus que toi là, sur ce Ouais, si point-là. vous relancez, moi je C'est la relance moins. première fois en 92 épisodes. Fait que, OK, ben écoute... il y a tellement de bonnes scènes. Moi, une des choses que j'aime beaucoup du film, je ne l'ai pas mentionné tantôt parce que je vous l'avais mentionné, mais c'est les dialogues. L'écriture dans le film est excellente. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de citations qui sont utilisées dans le film, puis j'adore ça. Puis le personnage de V, il y a tellement une belle sagesse. Parce qu'il y a toujours une réponse à tout, si je peux dire. Puis j'aime les expressions qu'il utilise, puis la façon qu'il s'exprime, ça fait partie de sa personnalité, mais ça crée un effet dans l'histoire. C'est comme une sorte de narration en mettant. J'ai beaucoup aimé ça. Puis aussi, je l'écoutais en français, mais j'imagine qu'en anglais, les voix sont mieux faites dans la mesure que de temps en temps, il joue d'autres personnages dans le film, puis il travaille un peu sa voix. Mais en français, le doublage, il reste pas mal la même chose. J'imagine qu'en anglais, la voix est transformée, parce qu'à un moment donné, il se déguise en un homme comme un ancien gardien de prison. ouais. Puis il est comme... Tu
sais, ça paraît pas vraiment qu'il y a un masque, là. C'est comme son visage avec des cheveux, puis c'est comme des cicatrices, tout ça. Puis en français, tu réalises que c'est lui parce que c'est la même voix. J'imagine qu'en anglais, sa voix est plus travaillée. Mais tu voulais mentionner quelque chose dessus? Ben, justement, à ce moment-là, tu le sais à peu près que c'est lui parce qu'il a à peu près la même voix, mais il y a un changement. Là, Mais j'avais bien aimé cette twist-là parce que, tu sais, il parle avec les enquêteurs, puis il compte l'histoire de ce qui s'est vraiment arrivé. Puis après, t'es comme, OK. Puis c'est juste un peu le point que tu réalises que c'est pas lui parce que les enquêteurs, ils reçoivent un appel disant que le gars est vraiment mort. Fait qu'ils font comme, oh fuck, on vient de parler avec. Ouais, c'est ça, je voulais venir. Parce que c'est M. Rockwood qui est finalement décédé parce que ça amène deux choses. Ça amène aussi la scène où que. Tu sais, le dictateur finit par, comme tu le sens, que quand il parle à l'enquêteur, il commence à paniquer puis il se doute que ça va pas aller bien. Puis le fait que le policier, son regard, qui fait juste un mini sourire, comprend que là, il se fait manipuler. Puis ça là, c'est ce qui amène dans l'enquête, je trouve tellement un tournant intéressant. Et l'autre scène que j'ai vraiment beaucoup appréciée, puis je pense que c'est là que tout le message du film se représente dans cette scène-là, c'est quand justement il est déguisé en Rockwood, puis qu'il est sur un banc, et qui explique toutes les affaires de conspiration, comme les pharmacies, tout ce qui est la pollution, tout le contrôle que le gouvernement en fait. C'est là que je pense que le film essaie vraiment de passer le message, un vrai message. Et je pense que ce film-là a dû marquer les esprits parce que j'ai l'impression que depuis ce film-là, on entend beaucoup plus parler. Je pense que le fait que le gouvernement contrôle tout amène. C'est pas tant loin de la réalité. C'est ça que je veux en venir dans le fond. Puis je pense que c'est là que le film essaie vraiment de proposer un message. Tu sais. Non, il y a un message profond dans le film. Qui est véhiculé, très politisé, sur beaucoup d'enjeux actuels encore, autant sur le gouvernement, mais aussi sur ce qui est pharmaceutique, la guerre, les épidémies, tout ça. Il y a un beau message, puis c'est très réaliste. Souvent, les univers de super-héros, c'est très fiction, mais les univers de Alan Moore se veulent beaucoup plus réalistes, et c'est bien présenté ici. Watchmen en est la preuve, c'est dans les personnages les plus irréalistes, mais dans un contexte le plus réaliste possible. Genre. Ben oui, exactement. Écoute, l'univers en soi est assez incroyable de vivre. C'est pas un méga univers extraordinaire, mais la façon qu'il est construit, du début à la fin, tu te laisses embarquer dans l'histoire. Puis les personnages te le présentent très bien l'histoire. Je veux dire, dès le début, puis plusieurs fois dans le film, ils font mention qu'il y a eu des expériences sur ce gars-là. Puis des fois, tu te poses la question, est-ce qu'il y a des habilités supérieures? Parce qu'ils disent, il y a des réflexes supérieurs, il est plus résistant, tout comme ça. Donc, tu te demandes s'il est comme une sorte de super-héros. Puis à la fin, dans son combat final, t'as un doute pendant comme. ouais, qu'il mange toutes ses balles. Ça juste pas de sens. Parce qu'en plus, il dit au début, il dit soit vous réussissez à me descendre, soit je vous descends tout. Et ils font comme, OK, fait que là, il leur tire tout dessus, t'es comme, OK, il va mourir. Puis non, il se relève, t'es comme, hein? C'est cool, moi, la scène, j'ai trouvé ça vraiment bien, une belle twist, parce que tout le long, il te laisse des petits éléments, mais tu sais, c'est pas une univers de fiction, tu sais, c'est réaliste, fait que tu te dis, ah non, il va crever là, c'est sûr, mais non. Puis après, il te l'explique qu'il y a une espèce de gilet pare-balles en métal, mais je veux dire, j'ai bien aimé cette scène. Et ça l'a tué. Ouais, mais il a fini par crever, mais je veux dire, c'était bien emmené. Puis... Oups, spoiler! Dans la zone spoiler, mec. Non, ouais, je sais, mais. Puis c'est en 2006, fait que si tu l'as pas vu, ben sors chez toi puis va l'écouter. Inversement, va chez toi puis écoute. La scène finale, justement, où il est comme. Il est comme une momie, mais non, pas une momie. Là. Il est couché dans le métro avec tous les explosifs, dans le fond, avec toutes les fleurs. Poétique. C'est full poétique. Puis t'as comme Nathalie Portman qui est comme au sommet de son personnage, genre, qui enclenche le levier. Puis t'as comme le métro qui va foncer dans le. C'est comment ça s'appelle ce building-là à Londres? Le Parlement. Ben, c'est pas le Parlement, mais il y a un nom, c'est le. C'est à côté de la Grande Horloge de Londres, mais je sais plus c'est quoi le nom déjà. C'est pas la même bâtisse? Techniquement parlant. Mais, mais c'est un bâtiment genre bronze, là, comme doré bronze. Là, puis, avec le pont, en tout cas, c'est genre mythique à Londres. Là. Ouais. Ben, parlant de la dernière scène, moi aussi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, Nathalie Portman, Evie, elle a la main sur le levier, puis justement, l'enquêteur qui arrive, puis il dit enlève ta main sur le levier, puis elle dit juste non, puis ça fait juste référence vraiment comme à toute la torture qu'elle a eue quand elle était emprisonnée par vie. Puis j'ai vraiment aimé le fait qu'il fait juste comme la laisser faire, parce que dans le fond, tu sais, on le voit depuis le début qu'il y a des doutes par rapport au dictateur, puis tout, puis
Ce que j'ai aussi aimé du film, c'est que oui, il y a une petite histoire d'amour, mais elle est vraiment pas dérangeante. Puis c'est pas cliché de genre elle enlève son masque puis elle l'embrasse. On voit juste vraiment le visage de V tout le long du film. Puis ça va. Je trouve que ça va pas dans l'excès. Je trouve que c'est vraiment juste comme ça prend aucune place quasiment Non. là. Vu Mais que- il faut mentionner que 2 fois dans des flashbacks, on le voit, son visage de loin. Dans Oui. les décombres, il est quand même il est tout nu, tout en feu. Puis on voit son visage plus ou moins, là, mais c'est voulu. Mais je veux dire, effectivement, on voit jamais son visage. Puis même on avait enlevé le masque, puis il dit non, ça c'est comme mon visage, là, il y a rien en dessous. Puis elle comprend. Ben, je trouve ça le fun parce qu'il dit, ça fait référence aussi au fait qu'il dit que une idée, ça se détruit pas, Ouais. mais une personne, oui. Donc, son visage est indestructible dans un sens parce que c'est un masque, puis que, dans le fond, c'est pas sa vraie personne, mais c'est l'idée qu'il projette. Ouais. La poésie, mon gars. C'est vraiment très profond comme film. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du film. Donc on va être rendu au moment de la note. Donc on va faire un tour de table. Je vais commencer avec toi, Max. Ben, pour résumer, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Merci Audrey de me l'avoir commandé. Il était dans ma bucket list, fallait que je l'écoute. Je l'avais pas fait. C'est fait. C'est rajouté dans mes films que j'ai beaucoup aimé cette année. C'est pas un chef-d'œuvre sans conteste, mais je comprends pourquoi il a marqué les esprits. Je comprends tout ce qu'il a apporté aussi au niveau du cinéma. C'est pas un film de super-héros, c'en est semblant d'un. J'ai aimé beaucoup son casting, j'ai aimé tout son emballage. Visuellement, ça a un petit peu vieilli. Le rythme aussi, même si le film est très rythmé, il réussit quand même à perdre son rythme à certains moments. Mais j'ai eu comme un plaisir vraiment tout le long et l'histoire devient de plus en plus passionnante. Et c'est le genre de film qui devrait montrer avec d'autres exemples de films de ce genre à faire semblable. Tu sais, comment je pourrais dire, vraiment d'apporter. Tu sais, il va vraiment avoir une évolution de personnage comme ça. Il n'y a pas beaucoup de films qui font ça, je trouve. Pour vrai, c'est pour ça que je donne la note de 3.5 sur 5. D'accord. Audrey. Ben, je te dirais que. Je donnerais 4 sur 5. Justement, parce que ben, je pense que j'ai déjà mentionné tous les faits, tout ce que j'ai apprécié du film, la musique, le casting, ben, le fait que tous les personnages, tout leur cheminement, j'ai vraiment apprécié. La musique, les plans, les acteurs étaient bons. Comme Max a dit, oui, ça l'a vieilli un peu visuellement par rapport. Je suis pas fan non plus de comment Il lance ses couteaux. il lance ses couteaux, c'est vraiment très étrange. Mais sincèrement, Ça fait très Matrix. ça a été fait par. Je pense que dans le fond, comment que ça a été advertised, c'était. Il disait vraiment que le film il ressemblait à la Matrix. Là. Ben, d'un, il y a un des acteurs de la Matrix, puis à la fin, je t'ai vu arriver, puis t'écoutais la fin du film, et je vois qu'en screenplay, c'est les frères Wachowski, qui sont maintenant rendus des sœurs, là, mais c'est une autre histoire. Là. Ils ont travaillé, c'est eux autres qui ont fait la trilogie Matrix, fait que Ouais. tout est lié. Tin. Mais c'est good. T'avais-tu autre chose à ajouter? Ou? Non, c'est correct. Je pense que j'ai vraiment tout dit, en fait, tout ce que j'ai apprécié. Donc, Mais il faut ta note. ben, je l'ai dit. Ah, excuse-moi. Tu Moment m'écoutes de distraction pas? que j'ai. Excuse-moi. J'ai perdu quelque part en space. Bref, pour ma part, c'est un très bon film. Un excellent film. Même si c'est censé être un film super-héroïque, mais ça ne l'est pas en soi. C'est comme unique dans sa catégorie. Ça reste un film de DC, mais il se détache du lot, un peu comme Watchmen, si je peux dire, que je mettrais dans la même catégorie. C'est un très bon film. Autant les dialogues que les plans, la musique qui fait une ambiance vraiment incroyable dans le film, qui crée une tension des fois, ou des fois ça fait juste relever les émotions. C'est vraiment très bon. Tous les personnages dans le film sont intéressants. Des fois, ça peut être rebutant d'écouter un film qu'on ne connaît pas les acteurs parce que c'est un film plus britannique qu'américain. Donc, quasiment tout le casting est britannique. Donc, des fois, c'est un peu rebutant, mais dans ce cas-ci, ça se prend bien parce que chaque personnage a sa place et apporte quelque chose au film. Il n'y a pas de personnage inutile. Puis, on se pose pas de questions sur l'acteur, mais plus sur le personnage. Puis, pour V, c'est. Hugo Weaving fait une performance incroyable. C'est fou de pouvoir de nous faire marquer autant qu'un personnage sans qu'on voit son visage, sans qu'on peut voir ses mimiques. Donc, il a réussi un travail incroyable. J'ai aimé les scènes d'action, même si, oui, pour le truc des couteaux, on sent que ça a mal vieilli en soi. Mais j'ai aimé les scènes de combat, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a mis quelques-unes. Ça fait partie de l'univers, mais il reste que, dans l'ensemble, c'est un très bon film. Donc, je donne 3.5 amplement. J'hésitais entre 4, mais finalement,
Il y a 2-3 petites choses qui m'avaient chicoté, donc je reste avec 3.5, ce qui est quand même très bon. Puis c'est un film à voir absolument dans ce style-là. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez-le. Il a marqué notre culture parce qu'il est encore présent de nos jours. Là. C'est pas pour rien. Le masque, c'est rendu un emblème. Là. C'est rien de moins. Donc, c'est déjà tout pour le podcast. On est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre notre podcast sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur YouTube, sur RZO, sur DJ Pod. Puis nous suivre aussi sur le canal Cinéma. Puis nous suivre sur les ondes du 109 CHI, les samedis soirs dès 20h. Puis me suivre moi sur Facebook à Mathieu Bellec-Prévost. Puis suivre Max sur Facebook et Twitter à Max Taillon. Puis suivre aussi sur Tinder et Badoo. Et Audrey, on peut te suivre où? Facebook, Twitter, Instagram, toutes les pas mal normales. Instagram, on n'a pas ça encore. J'ai ça, mais écoute, tu voulais voir des photos de mon chat, c'est correct, mais j'ai rien d'autre. Que... c'est correct. Mais écoute, ça fait un plaisir de te recevoir dans notre émission, Audrey. Ça me fait plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'être venu. Mais je suis vraiment contente d'être venue, j'ai vraiment apprécié mon expérience, sincèrement. Écoute, on veut te revoir notre émission, donc à très bientôt. Alors, sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Et restez à l'écoute.